Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Gamned et SmileVanted avec pour partenaires médias AdTechNews et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Les stratégies d'achat des traders, comment ça marche ? L'art de l'achat programmatique et l'exploitation des datas qui y sont associées nécessitent une certaine dextérité dans la manière d'élaborer un ensemble d'actions coordonnées afin d'assurer l'efficacité d'une campagne. Mais concrètement, comment ça marche ? Pour en discuter, Edoui Gillin de Mille Merci, Max Legrand d'Alliance Gravity, Julien Hirt de Sidebids, Guillaume Balin de Captify. Bonjour messieurs, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie d'achat des traders. C'est un peu une sorte d'inconnu. On parle beaucoup de transparence justement sur le marché publicitaire et l'idée à travers ce sujet, c'est de nous expliquer comment ça marche, cette fameuse stratégie d'achat des traders. Je vais commencer par cette question simple mais importante. Quel est le rôle du trader programmatique ? Qui veut répondre ? En fait, je pense que ça dépend énormément de l'organisation du trading desk. C'est-à-dire qu'il y a des trading desks qui sont plutôt petits, indépendants et dans lesquels le trader va avoir beaucoup plus de liberté. On pourrait penser que le rôle minimal du trader, c'est au moins de mettre en ligne la campagne et de faire les reportings. Et en fait, on se rend compte que par contre, à l'opposé, il y a des structures qui sont très taylorisées, qui sont énormes, où les jobs sont vraiment segmentés. Donc c'est même un problème d'un point de vue RH, parce que nous, quand on cherche des traders, on se rend compte qu'en fait, en fonction de l'endroit d'où ils viennent, ils n'ont pas du tout les mêmes compétences. Il y en a certains qui, du coup, ont la chance de pouvoir avoir un relationnel avec le client, de faire de la strat avec d'autres leviers, etc. Et d'autres qui sont vraiment très focus strat ou focus report. Complètement. Il y a vraiment, je pense, autant de définitions de média trader que d'entreprises qui font du média trading. Et effectivement, on a, je pense, deux extrêmes, les gens qui sont ultra segmentés et les gens qui sont moins segmentés. L'intérêt, je pense, c'est de réussir à avoir vraiment, pour le média trader, aussi bien le côté business que le côté purement tech et média trading. C'est quand même un écosystème un peu complexe. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de cet écosystème. Donc, ça, c'est un des rôles du média trader. Et de réussir à comprendre l'enjeu business des annonceurs qui veulent mettre en place des campagnes pour ensuite les transformer dans le jargon du média trading. Et c'est là où en fait c'est la complexité entre cet univers un peu technique de la plateforme d'achat, qu'est-ce que c'est qu'un line item, qu'est-ce que c'est qu'une campagne, c'est quoi un algorithme, le capping, etc. Et en fait tout simplement un besoin client en disant moi je veux générer des ventes, comment je fais du programmatique. Donc il y a vraiment une très grande diversité de compétences pour le média trader, je pense, aujourd'hui. Quel est ton avis, Guillaume ? Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait monsieur. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut comprendre quel est le brief, quel est l'objectif du client, et après le traduire dans une plateforme via des termes techniques, via des stratégies d'achat différentes, où on a besoin de prendre en compte le contexte, la data, et respecter toujours le budget. Quel est l'avis de la technologie sur le rôle du trader ? Puisqu'effectivement, Julien, tu fournis une technologie Sidebids. C'est quoi ton avis ? Quelle est ta définition du rôle du trader programmatique ? Alors, tout à fait. Nous, on voit ça un petit peu en tant que third party de l'extérieur. On voit en général deux rôles plus ou moins pondérés. Un rôle client-facing et un rôle plus opérationnel de micro-optimisation. Le client-facing, c'est tout l'apport en fait du conseil et de l'expertise à l'annonceur pour atteindre ses objectifs digitaux et tirer le meilleur de ses assets qui lui sont propres et différenciateurs. La partie micro-optimisation, c'est vraiment le paramétrage des plateformes de trading dans le but d'améliorer les campagnes. Donc si je fais un parallèle en fait avec le jeu d'échecs, il va y avoir une partie très stratégie, long terme, qui fait appel au savoir et à l'expérience, et une partie plus court-termiste, plus opportuniste, qu'on va appeler la tactique. Alors justement, puisque tu parles de tactique, ça me permet de parler d'arbitrage, d'arbitrage budgétaire. Comment c'est décidé par le trader ? C'est quand même une question un peu lancinante chez les éditeurs. Comment vous décidez d'arbitrer le budget de vos différents annonceurs dans le cadre d'une campagne programmatique ?
Max? Je pense que c'est toujours le KPI en fait. Le programmatique, c'est vraiment développé sur les manques du gré à gré. C'est-à-dire que quand on lance une campagne de gré à gré, on est bloqué par l'OI, on a notre nombre de pipes, puis il va être vendu à tel prix. Alors que le programmatique, c'est développé sur le fait que justement, on a tout un tas d'outils et on n'a pas de contraintes qui font qu'on peut optimiser la campagne. Donc le trader va vraiment optimiser sa campagne en fonction de l'objectif que va lui donner le client. Si c'est le VCPM, il va optimiser sur le VCPM. Si c'est le CPA, ça va être le CPA, etc. Donc il n'a pas de contraintes et c'est vraiment, il ne va pas forcément dire telle régie, il va juste regarder les performances et c'est en fonction des performances qu'il va optimiser sa campagne. Edwin? Je pense que Merci Max. l'objectif aussi de la campagne peut avoir une influence. Au tout début du programmatique, il y a 8 ans, les gens avaient envie de comprendre comment ça marche techniquement. Aujourd'hui, les gens ils ont compris que ça marchait bien et qu'il y avait vraiment un potentiel. Quand on voit la part du programmatique aujourd'hui sur les investissements display, ça a fait ses preuves aujourd'hui. Et donc les gens ont plutôt envie de comprendre par rapport à leur objectif comment déployer une bonne stratégie programmatique. Et en fonction des différents types d'objectifs, on peut avoir des clients qui ont envie d'avoir un peu plus le nez dans le pilotage du budget. Souvent, quand on est traditionnellement plus haut dans le funnel et qu'on travaille la notoriété, on va avoir des problématiques de répétition, de reach sur cible. Et là, on a un petit peu, je dirais, les travers, entre guillemets, du gré à gré qui arrivent un petit peu dans cet univers programmatique et des clients qui ont plus envie d'avoir de la visibilité sur le pilotage du budget. Ce qui fait que sur certains types de campagnes, et certains clients, certains font énormément confiance et laissent cette grande liberté aux programmatiques et surtout aux média traders d'arbitrer un petit peu sur les différentes stratégies mises en place. Et d'autres ont envie vraiment de pouvoir dire attention, tu dépenses pas assez, tu dépenses combien par individu, c'est quoi ton reach sur cible. Donc on a vraiment deux profils sur l'arbitrage. Et je pense que le pendant, ça pourrait être intéressant d'avoir la vision de Julien là-dessus. On va avoir aussi des visions où sur certains types d'optimisation et de prise de décision, on peut laisser la main à la machine. Mais il y a vraiment un mix entre l'humain et la machine, et aussi évidemment quelle machine on utilise et à quel point elle a été personnalisée par rapport à l'objectif du client pour pouvoir prendre la bonne décision d'allocation budgétaire. Alors avant que Julien réponde, l'avis de Guillaume justement sur la manière dont toi tu arbitres les budgets de tes annonceurs. Je pense que dans un premier temps, ça va dépendre de ce que veut réellement l'annonceur, à savoir l'objectif, mais aussi s'il a un cadre de diffusion précis avec un ensemble de sites sur lesquels il veut apparaître, certains sur lesquels il ne veut pas apparaître. Ensuite, il y a aussi l'importance de la data. Donc, on doit retrouver le user qui nous intéresse pour cette campagne. Donc en fait, quelque part, le média va être secondaire dans cette stratégie-là. Et ensuite, en fonction des objectifs, si par exemple on a un objectif minimum de visibilité, forcément, on va utiliser un third party pour garantir cette visibilité qui va lui aussi diriger l'achat média quelque part. Donc ce n'est pas à 100% le trader qui va faire ce choix-là. Alors attendez, là je viens, parce qu'en vous écoutant, il y a une question qui vient de m'arriver là, et je vous demanderai à tous les trois qui est dans le trading, et la technologie, je te demanderai de répondre juste après, parce que dans ce que vous avez dit, j'entends le média est secondaire. Oui ou non? Juste cette réponse. Dans vos achats trading, est-ce que le média est secondaire? Je pense que c'est vraiment complémentaire. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté des annonceurs d'avoir de la transparence, un mot qui a beaucoup été répété sur les 2 dernières années parce que effectivement le programmatique c'était un peu développé en black box et on se rend compte en regardant dedans que on peut tourner un peu n'importe où. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté de revenir sur du qualitatif, du premium. C'est pour ça qu'il y a des labels comme Digital Ad Trust qui ont été développés par les régies. Et je pense que la data c'est important parce que justement c'est ce qui permet de qualifier l'individu, de vraiment avoir un reach sur cible qui est... C'était oui ou non la réponse. Donc, Complémentaire. Ça dépend. Je dirais que ça dépend aussi des campagnes. D'accord, donc ce n'est pas, il n'y a pas, c'est tout rose ou tout sombre d'un côté. Ok, très bien. J'en reviens quand même à la question sur l'arbitrage budgétaire. On a évoqué le fait qu'on pouvait faire tourner la machine. Qu'en pense justement la machine? Julien. Edwin a évoqué 2 choses très, très pertinentes qu'on observe de notre côté également. Le premier, c'est que le trader n'a pas toujours le choix de l'arbitrage. Et nous, on le voit dans notre outil, à peu près 1 fois sur 4, le trader interdit à la machine de faire l'allocation budgétaire parce qu'il a des contraintes imposées par l'annonceur. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de traders laissent l'arbitrage budgétaire à une machine, comme celle que peut fournir Scibids, pour des raisons de gain de temps, mais également pour des soucis d'efficacité. En effet, l'arbitrage budgétaire, en fait, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air
pour des raisons que j'appelle en fait le piège de la performance moyenne par rapport à la performance marginale. Je prends un exemple. Il y a des campagnes très fréquemment, des campagnes de retargeting ou qui s'appuient sur de la data, qui en fait vont avoir un très très bon coût d'acquisition jusqu'à un certain volume de données. Mais en fait, il y a ensuite un phénomène de saturation qui fait que chaque nouvelle conversion commence à coûter très très cher, bien plus cher que sur une stratégie de prospection qui pourtant a un CPA moyen bien plus élevé. Donc on va se retrouver avec une campagne A qui a un CPA moyen faible, une campagne B qui a un CPA moyen élevé, et pourtant basculer du budget de la campagne au CPA élevé vers la campagne au CPA faible va dégrader la performance à cause de ce phénomène de CPA marginal. Et ça, c'est quasi invisible à l'œil nu dans des rapports, et c'est pour ça que de plus en plus de traders en fait, s'équipent d'algorithmes pour faire cette allocation budgétaire. Et donc, ça me permet de parler, en tout cas d'évoquer la question suivante, notamment en termes de créativité. Est-ce qu'on peut parler de créativité en termes de trading, hein? On ne parle pas de créativité graphique, mais la créativité en termes de trading est importante pour pouvoir atteindre ses objectifs. Max, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se passe? Ouais, justement, je pense que contrairement à des plateformes walled garden comme Google ou Facebook, où on est un petit peu bloqué sur le site de la régie, là, l'avantage, c'est que sur le programmatique, typiquement sur le marché français, on a 160 000 URL qui sont accessibles, on a plusieurs milliers de segments d'audience qui peuvent être activés. Donc là, c'est le job du trader, en fait, de vraiment essayer de comprendre ce marché et d'avoir la meilleure solution adaptée aux clients. Et donc la créativité, c'est très important de connaître qu'est-ce que je peux faire. Un autre point qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut faire un brief sur un pays qui n'a rien à voir, qu'on ne connaît pas, etc. Parce qu'on a beaucoup d'insights qui sont disponibles dans les plateformes directement. Donc c'est le job du trader de comprendre sa machine et d'avoir le plus d'insights possible grâce à tous les rapports qu'il peut avoir. Edwin? Le trader qui dit qu'il a fait le tour et que c'est fini, il n'a plus d'idée, il a vraiment juste effleuré vraiment la face visible de l'iceberg. Aujourd'hui, ce que Max disait, c'est qu'on a vraiment des combinaisons, on a énormément de variables et du coup on a énormément de combinaisons. Donc aujourd'hui, c'est impossible d'avoir fait le tour et c'est ce qui est passionnant dans le métier de média trading, c'est qu'on peut toujours revenir à ça veut dire quoi en fait pour ma cible, c'est quoi le message que j'ai diffusé, c'est quoi le format, c'est quoi tous les indicateurs liés au format, est-ce que j'ai bien travaillé mon capping, comment j'ai alloué mon budget entre les différentes plateformes. Donc il y a vraiment une complexité autour de toutes les variables qui sont à disposition, qui font que le média trading, je le pense, est passionnant et qu'on a une créativité qui est folle, aussi bien d'un point de vue marketing business que d'un point de vue plus technique. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le programmatique, c'est qu'on a un bon mix entre de la technique et du marketing, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les métiers digitaux que j'ai pu connaître. Merci Edwin. Guillaume, ton expérience en termes de créativité? Je pense que ça va dépendre aussi de la relation avec l'annonceur. Certains annonceurs ont un brief précis avec des segments et des sites sur lesquels on doit rester. Après, je pense que c'est dommage parce que le trader a accès à des informations que les planeurs n'ont pas forcément, que ce soit les reports par géographie, par site, par placement. Enfin, tout est possible, comme le disait Edwin. On a une multitude de variables sur lesquelles appuyer pour faire fonctionner ou non une campagne. Donc je pense que le trader devrait avoir de la créativité permise. Alors, est-ce que la machine permet cette créativité? Parce qu'on a évoqué le fait que Google et Facebook, je reprends ce que tu disais, ne permettaient pas forcément une certaine créativité. Donc, moindre, j'ai dit pas forcément, j'ai pas dit pas totalement. Donc, je fais j'ai employé, on va dire, un terme un petit peu diplomatique. On ne sait jamais. Donc, Julien. Non, mais tout à fait. Je pense qu'il y a deux aspects ici qui entrent en jeu. Le premier, comme évoqué dans les réponses précédentes, c'est le nombre de variables juste gigantesque. Hein. Dans une bid request, il y a une cinquantaine de dimensions. Chaque dimension prend plusieurs variables. Nous, aujourd'hui, nos stratégies d'enchères, elles se basent sur 22 millions de variables. Et on va essayer de trouver les meilleurs croisements. Ce qui fait que, par exemple, on parlait de géographie tout à l'heure, sur des campagnes pour de l'outillage de jardin, on a pu se rendre compte a posteriori que par exemple il y avait des géographies qui étaient privilégiées et c'est l'analyse post-mortem qui s'est rendu compte qu'en fait oui il y avait des notions non targetables dans le trading mais qui sont par exemple de densité de population ou de densité de propriétaires par rapport aux locataires, ce qui est important finalement quand on vend des piscines, qui étaient bien approximées par la machine par des notions géographiques. C'était très difficile à intuiter en amont. Le deuxième aspect que je peux peut-être apporter, c'est je crois qu'il y a un aspect aussi qui est culturel. Nous, on équipe des trading desks aux quatre coins de la planète. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certaines typologies d'acheteurs, voire de géographies entières, qui sont très très process,
ils ont le même brief client, c'est tous les mêmes clients, c'est tous le même setup et c'est verrouillé. Et à l'inverse, on a des acheteurs qui sont beaucoup plus créatifs, voire parfois un petit peu trop. Tu peux parler de cette différence géographique? Tu peux citer les zones? Ou c'est compliqué, c'est diplomatique aussi. Oui, ça va être dans certaines régions d'Asie ou c'est très verrouillé. Ou aux États-Unis, par exemple, où il y a une notion de business qui passe avant. Et donc, en fait, on a rationalisé en amont les clients qu'on prend et des briefs clients qui se traduisent sur des setups qui sont dupliqués, donc c'est toujours les mêmes. Ce qui fait que finalement, il y a assez peu d'erreurs. Mais je crois que le juste milieu est sans doute sur un setup qui effectivement a été prouvé, validé, mais avec une poche de budget qui est quand même laissée à l'expérimentation. Ça voudrait dire quoi? Que la créativité est plutôt dans les pays moins industrialisés? Quand tu parles des États-Unis, enfin moins industrialisés, tu n'as pas parlé de l'Europe. Donc l'Europe est plutôt verrouille en termes de créativité trading ou plutôt est très ouverte? Je dirais que l'Europe est beaucoup plus ouverte, aussi avec des briefs très différents, beaucoup plus complexes. En Europe, il y a beaucoup plus d'attributions third party algorithmiques que dans d'autres pays, par exemple. D'accord, très bien. Alors, justement, on parlait de verrouillage. Est-ce que le trader il est seul à décider les stratégies d'optimisation de campagne ou est-ce qu'il entretient un dialogue constant avec l'annonceur? On va commencer par toi, Edwin. Ça va dépendre aussi de l'annonceur. Nous, on a l'habitude d'essayer de s'adapter aux besoins de l'annonceur. Est-ce que l'annonceur a envie de mettre les mains dans le cambouis? Est-ce qu'il a envie de comprendre vraiment un peu la machine, le métier? Nous, on fait de plus en plus ce qu'on appelle des vie-ma-vie. On invite nos clients. C'est très à la mode dans le monde programmatique. Ouais, mais parce qu'en surtout chez les traders d'ailleurs. Oui, exactement. Mais c'est parce que les gens, ils ont envie de comprendre un petit peu c'est quoi, une fois que j'ai donné mon brief, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'il y a encore un peu le mythe de j'envoie ma bannière et puis on appuie sur play et la machine joue le rôle. C'est un peu réducteur, il y a un petit peu plus de dimension humaine là-dedans. Et donc, du coup, on ouvre un petit peu le capot pour montrer aux gens, voilà, en fait, on a un brief, on fait une kick-off, on détermine quels sont les indicateurs de performance, est-ce qu'il y a un modèle d'attribution, quel est le modèle d'attribution, est-ce qu'il est dédupliqué, etc. Et on déroule vraiment toute la chaîne de valeur de la mise en place d'une campagne de A à Z. Et donc là, on va tout de suite se rendre compte avec un client, celui qui est vraiment intéressé, est-ce qu'il a le temps aussi de pouvoir s'y intéresser, parce que c'est un facteur important, le temps là-dedans. Et auquel cas, on va essayer deux choses, de transmettre des insights marketing ou de lui expliquer, voilà, là en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en fait 80% de ma dépense, comment elle est allouée sur mes différentes campagnes, et j'ai changé le bid parce que j'avais l'impression d'être saturé au niveau de mon bid et que j'avais besoin d'un petit peu d'aller chercher un peu plus. C'est quoi l'écart entre le bid que j'ai dans ma plateforme et le bid constaté? Il y a vraiment toutes ces variables-là. Et ensuite, derrière, nous, on a un facteur, je pense, qui est assez important de ce côté-là, c'est que suivant la complexité de la campagne, on renforce le média trader d'équipes de data scientists. C'est un peu un buzzword sur le marché depuis un petit moment. Mais c'est des gens qui sont plutôt un mindset mathématique et qui vont nous aider. Et donc, quand je dis nous, c'est vraiment les média traders et l'annonceur à essayer de modéliser des comportements, comme Julien expliquait tout à l'heure, qui sont latents et très durs à remarquer en fait, parce que c'est un pouillème d'impact tous les jours. Et en fait, quand on prend un peu de recul, là, on ne l'a pas vu au quotidien, mais il y avait vraiment une distinction assez importante. Donc, il y a un binôme data scientist, media trader, qui permet d'ouvrir plus ou moins la porte et montrer l'envers du décor à l'annonceur. Merci Edwin. Guillaume? Donc, comme disait Edwin, seul ou pas seul? Je pense que dans un premier temps, ça va dépendre de la relation. Nous, chez Captify, quand on est une boîte de data, on aime bien garantir avec l'annonceur que le trader a un peu les mains libres, parce qu'on a accès aux mots-clés en fait, les plus représentés sur le site de l'annonceur ou les mots-clés qui marchent le mieux. Et ce n'est pas forcément lesquels on s'attend au début de la campagne. Par exemple, si on a une campagne pour un monospace, on se rend compte que les mots-clés concernant les animaux de compagnie remontent beaucoup. Ce n'était pas forcément prévu dans le brief, mais nous, le trader, comme on peut voir cette info-là, on sait que ça va améliorer la campagne, on préfère le mettre en place directement. Après, certains annonceurs préfèrent valider tout changement de brief. Donc, ça va dépendre de la relation pour moi. Et ils sont plutôt, quand ils valident, c'est juste pour un process ou ils sont vraiment pointilleux? Ils sont pointilleux, ils aiment bien savoir, parce que nous, on a beaucoup d'insights, ils aiment bien savoir, comprendre pourquoi c'est surreprésenté, etc. Mais en général, quand on le prouve via des chiffres, l'annonceur comprend que c'est dans son intérêt. Merci Guillaume. Max? Je
Je pense qu'on est tous les trois alignés sur le fait que ça dépend vraiment de la relation avec l'annonceur et du niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des annonceurs qui ont carrément internalisé le programmatique chez eux et qui font appel à des traders médias consultants pour les aider sur leur achat. Je pense à Air France qui est le plus gros, je pense, côté annonceur. Après, il y a aussi l'intermédiaire de l'agence, c'est-à-dire que des fois, l'annonceur il ne rapporte qu'à l'agence et en fait, il n'a pas trop cette vision. Pour lui, le trading desk, ça va juste être une régie comme une autre. Donc en fait, on a vraiment les deux extrêmes et je pense que la moyenne marché quand même, c'est qu'entre les deux, l'annonceur s'intéresse et va essayer d'avoir plus d'insight auprès des performances du trading desk en question. Alors, le trader est face à sa machine, donc il n'est pas tout à fait seul. Alors, comment justement, toi, tu aides les stratégies d'optimisation des campagnes ou comment tu observes ce dialogue constant avec l'annonceur du point de vue de la machine? Je crois que le point clé a été évoqué dans les réponses précédentes. Ça dépend vraiment de la philosophie à la fois du trading desk et de l'annonceur. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un moment dans la campagne, des moments critiques où le dialogue va s'avérer nécessaire. Je prends par exemple une campagne où l'annonceur a souhaité dépenser 10 000 sur ce mois-ci avec un coût à l'achat de 10 euros. Quand à mi-campagne, on va se rendre compte que c'est impossible d'atteindre ces deux lièvres à la fois, le trader va devoir arbitrer. Est-ce que je maximise le nombre de conversions en finalement allant délivrer les 10 000 euros qui ont été alloués, ou est-ce que je vais verrouiller mon coût d'acquisition, quitte à faire beaucoup moins de conversions pour ce coût-là? Et là, c'est un arbitrage que généralement le trader va se soumettre à l'annonceur pour avoir une discussion ouverte sur ce choix très stratégique finalement. Alors, puisqu'on parle de stratégie, il y en a une qui a fait son apparition, et ce sera notre dernière question, donc qui a fait son apparition notamment chez les éditeurs, cette stratégie de monétisation autour du header bidding. Est-ce que depuis l'émergence du header bidding, passer du second price auction au first price auction, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, et j'invite donc nos auditeurs ou ceux qui nous regardent à regarder et à taper ces deux mots et ces deux concepts, second price auction donc, et first price auction. Donc depuis que le marché est passé entre ces deux concepts, est-ce que ça a changé votre stratégie d'achat à vous, traders? Max. Ouais, énormément. C'est-à-dire que moi, avant l'arrivée du first price, j'étais un gros fan du CPM fixe parce que justement, ça permettrait d'avoir des performances à isopérimètre sur tout ce qu'on achetait en termes de variables. J'ai acheté aussi beaucoup via des preferred deals, c'est-à-dire qu'on achetait à prix fixe. C'est-à-dire que je pouvais bidder à 50 € et je gagnais quand même mon enchère à 5 €. Et en fait, du jour au lendemain, à partir du moment où les éditeurs sont passés en first price, j'ai vraiment payé 50 €. Donc du coup, ça m'a vraiment obligé à changer mes strats. Et aujourd'hui, j'achète exclusivement en algorithmique. C'est-à-dire que je laisse le DSP. D'ailleurs, les DSP sont bien adaptés par rapport à cette nouvelle variable. Et aujourd'hui, on leur donne plutôt un CPM max et c'est l'algorithme du DSP qui va optimiser. Ça permet de contrer un petit peu les régies sur le first price. Le problème, c'est qu'on perd, nous aussi, côté trading, en visibilité parce que c'est vraiment la machine qui gère et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière l'algorithme. D'accord. Edwin? Nous, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'on monitore les bids, les enchères, tous les jours. On regarde, on met notre budget, on le met au niveau le plus bas un peu. On peut imaginer des poupées russes dans la gestion un peu des budgets. On a l'advertiser, l'insertion order, le line item, la campagne. Et on pilote tous nos budgets au niveau de la campagne. Et donc du coup, tous les jours, toutes les campagnes sont aussi vérifiées. Alors soit parce qu'il y a une machine qui tourne avec des alertes pour dire attention ici il y a quelque chose qui déconne ou pas, soit c'est parce que c'est le trader qui passe sur la campagne. Et donc du coup, tous les jours, on vérifie nos CPM et on voit si on a des décrochages entre le CPM qui est bidé et le CPM qui est constaté. Et donc du coup, le marché avait un peu peur justement de ce passage au header bidding. On a évidemment surveillé, tous les éditeurs prévenaient en disant attention, telle date dans un mois, je passe au header bidding, attention aux stratégies. Je pense qu'il y a effectivement eu des surprises sur certains budgets et campagnes qui n'étaient peut-être pas pilotées tous les jours, avec des bids un peu agressifs. Mais si on regarde tous les jours sa campagne et qu'on est vraiment attentif à ça, il n'y a pas d'impact. Ça fait évoluer un petit peu les CPM forcément, mais sur la stratégie et le pilotage pour le trader, nous, honnêtement, ça n'a rien changé. Merci Edwin. Guillaume? Moi, je dirais pareil, l'impact n'a pas été très brutal. Déjà, premièrement, tout l'inventaire n'est pas passé en first price auction en même temps. Ça a commencé en 2017, donc l'effet a été dilué quelque part. Il n'y a pas eu d'effet RGPD, quoi. Non, c'est ça. Les spécialistes comprendront. Désolé pour les autres. Effectivement, en plus. Et donc, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais. Du coup, nous, on avait pour habitude d'avoir des bids agressifs sur de la data
qui a de fortes chances d'être performante. Donc on a dû réduire ces bids-là. Et après, c'est le rôle du trader tous les jours, de toute façon, d'ajuster les bids pour pas acheter une impression trop chère sans raison. Donc quelque part, ça n'a pas changé grand-chose. Merci Guillaume. Ton observation du point de vue technologique, est-ce que passer du second price auction au first price auction, tu as fait des constats en termes de tendance d'achat? En fait, en théorie, ça ne devrait pas avoir d'impact. D'une part parce que, effectivement, les trading desks sont très bien équipés pour monitorer les changements brusques de CPM. Et d'autre part parce que, comme le disait très justement Max, les DSP ont fait un gros effort en fait de ce côté-là et ont développé ce qu'on appelle du bid shading. Donc ça veut dire que post-bid, ils viennent redresser les enchères pour absorber le facteur first price et que ça n'ait vraiment pas d'impact côté acheteur. Alors après, effectivement, il y a pu avoir ponctuellement sur certains sellers des augmentations brusques de CPM. Comme toute brique algorithmique, j'imagine que les bid shading ont leurs hypothèses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains DSP commencent en fait à se demander s'ils ne vont pas laisser aux bailleurs la possibilité de écrire dans la DSP leur propre modèle de bid shading, ce qui pourrait donner aux trading desks capables de s'équiper de cette brique algorithmique supplémentaire un différenciateur supplémentaire sur le marché. Eh bien, messieurs, c'est la première fois pour la plupart d'entre vous que je vous rencontrais. Ça a été un plaisir. En tout cas, je vous remercie également pour la clarté, alors que vous êtes des experts dans l'achat programmatique et le trading. Merci pour la clarté de vos propos. Et je vous dis certainement à très bientôt et merci encore. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la stratégie d'achat des traders. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Le tout technologique en achat programmatique est un mythe. L'humain est le socle de l'efficacité d'achat. La créativité en stratégie d'achat programmatique est fortement recommandée. Elle est encouragée par le concept de test and learn. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, AgTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.